Je m'appelle Reed. Mon père m'appelle un concierge en uniforme. Ma mère dit simplement aux gens que je travaille sur une base quelque part près de Norfolk. Personne dans ma famille ne sait vraiment ce que je fais. Ils n'ont jamais demandé. Et pendant longtemps, je les ai laissés croire ce qui les mettait plus à l'aise. Ce jour-là, je me tenais dans notre jardin arrière sous une guirlande de lumière de terrasse chaleureuse, sirotant un gobelet en plastique de ginger ale. C'était l'anniversaire de mes 65 ans de mon père. Les burgers grillaient encore sur le barbecue. Les enfants du quartier couraient avec des bâtons lumineux, et tous les adultes semblaient faire de gros efforts pour paraître détendus. C'était une fête de famille ordinaire, le genre où rien de significatif n'est jamais dit, mais où tout le monde fait comme si l'instant était important. Je restais près du bord du jardin, à côté des massifs de fleurs que ma mère essayait de maintenir en vie chaque printemps. Je venais de forcer un sourire à travers une autre de ces blagues militaires de mon oncle quand je l'ai senti. Le premier tremblement dans l'air. C'était subtil, comme un serrement dans la poitrine quand une tempête arrive trop vite. J'ai levé les yeux et n'ai rien vu au début. Juste le vaste ciel d'été qui s'assombrissait près de l'horizon, puis est venu le bruit, bas au début comme un tonnerre lointain, mais il s'est amplifié rapidement. Un martèlement rythmique profond qui a fait teinter la glace dans tous les verres et aspirer le rire hors de l'air. Les têtes se sont tournées, les conversations se sont tues en plein milieu d'une phrase. Quelqu'un a dit « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Et puis les enfants ont crié. Ce n'était pas un seul hélicoptère, c'en étaient trois, des monstres massifs, noirs mats, sans marquage, qui rugissaient bas au-dessus des cimes des arbres. Tout le quartier s'est figé. Les barbecues se sont tus. Ma tante a laissé tomber son assiette de salade de pommes de terre sur le béton, sans même s'en rendre compte. Mon père s'est levé de sa chaise, la main levée au-dessus des yeux comme un salut. Il avait l'air confus, agacé, comme si quelqu'un venait d'interrompre son grand jour. Les hélicoptères ont plané une seconde au-dessus du cul-de-sac. Puis l'un d'eux s'est détaché et a commencé à descendre. Droit dans notre jardin arrière, droit là où je me tenais. Je n'ai pas bougé. Mes jambes étaient verrouillées sur place. Mais mon cœur battait la chamade. La poussière a fouetté partout. Le gobelet rouge solo de ma cousine a volé de sa main. Les gens ont trébuché en arrière, protégeant leur visage du souffle des rotors. Et au milieu du chaos, j'ai vu la trappe latérale de l'hélico s'ouvrir. Trois hommes en uniforme sombre ont sauté avant même que l'engin ne touche l'herbe. Leur mouvement était précis, répété. L'un d'eux a regardé autour de lui, puis a pointé directement vers moi. Il portait un système de communication, ses yeux ne cherchaient pas, il savait exactement qui j'étais. Tout le monde s'est tourné pour suivre son regard. Mon père, ma mère, mon grand frère qui venait de se vanter de sa dernière prime. Leurs expressions ont changé d'un coup, passant de la confusion à l'incrédulité, puis à quelque chose de plus froid. Ma mère avait l'air d'étouffer. L'homme a avancé, sa voix perçant somehow le rugissement. Commandant Nightfall. Nous décollons dans 60 secondes. Vous êtes autorisé pour le transport prioritaire de mission. Ces mots n'étaient pas une question. C'était un ordre. Un ordre qui a fait s'arrêter le monde entier. Pendant un instant, personne n'a bougé, pas même les enfants. Juste le bruit de l'hélicoptère qui soumettait l'air. Mon père a ouvert la bouche pour parler, mais n'a rien dit. Ma mère m'a regardée comme si j'étais quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas, comme si un étranger avait emprunté le corps de son fils. Je suis avancée sans dire un mot. J'ai passé le barbecue, les chaises pliantes. Mon oncle stupéfait, qui m'avait autrefois traité de déception familiale. Je sentais leurs yeux me brûler le dos. Mais je n'ai pas fléchi. Je suis montée dans l'hélico. L'intérieur était frais, cliniquement éclairé par des lumières tactiques vertes tamisées. L'un des hommes m'a tendu une tablette. Le sceau du département de la Défense brillait sur l'écran. J'ai tapoté pour confirmer la réception. Une ceinture de sécurité a cliqué sur ma poitrine. Dehors, je pouvais encore voir ma famille, là, de petites silhouettes dans le jardin arrière d'une maison que j'appelais autrefois la mienne. La bouche de mon père bougeait, comme s'il cherchait encore une chute. Il n'y en avait pas, plus maintenant. Alors que l'hélicoptère décollait, je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Tout ce qui devait être dit était déjà écrit sur leur visage. J'avais passé des années à les laisser écrire mon histoire. Ce jour-là, j'ai repris le stylo. J'étais toujours le silencieux à table, le bouche-trou, celui qui pouvait disparaître dans un fauteuil sans qu'on s'en rende compte avant que quelqu'un ait besoin du ketchup. C'est comme ça que c'était toujours, surtout avec mon frère dans les parages. Jared était le fils prodige,
école de droit, promotions. Une hypothèque avant 30 ans? Quand il entrait dans une pièce, la conversation changeait comme si la gravité le suivait. Il avait cette façon de parler de mon boulot qui faisait comme s'il essayait de comprendre, mais ça finissait toujours par un rictus. Comme la fois où il a demandé si je portais encore les mêmes bottes tous les jours, ou si j'avais enfin accédé à un vrai bureau avec une chaise pivotante. Ma mère riait. Mon père appelait ça des taquineries fraternelles. Je hochais juste la tête et ne disais rien. C'est ce que je faisais toujours. J'avais appris tôt que le silence faisait moins mal que d'essayer d'expliquer. Il ne demandait jamais vraiment ce que je faisais. Pas vraiment. C'était toujours formulé comme une affirmation qu'il s'attendait à ce que je corrige. Donc tu es toujours sur cette base? Hein. Toujours à faire je ne sais quoi. Et quand je ne leur donnais pas le détail qu'ils prétendaient vouloir, ils passaient à autre chose. Retour à la nouvelle cliente de Jared. Ou à sa routine de gym, ou au dosseret de cuisine qu'il avait choisi pour le condo. Je devenais la pause entre leurs sujets. Parfois, je me demandais ce qu'ils diraient, s'ils savaient vraiment, s'ils voyaient ce avec quoi je gérais au quotidien. Mais ensuite, je me rappelais la façon dont mon père m'avait présenté à un ami de son club de golf, une fois. Voici mon fils, Reed. Il est dans l'armée, mais pas le genre qui va à la guerre. Plutôt la logistique ou un truc comme ça. Le type avait ri comme si c'était une chute. J'avais souri comme si j'étais d'accord. Ce sourire était mon bouclier. Je le portais comme une armure chaque fois que je rentrais à la maison. Chaque réunion familiale ressemblait à entrer dans une pièce où je devais justifier mon existence. Mais je ne le faisais jamais. Pas parce que je m'en fichais. J'en avais trop souffert au début. Mais quelque part en chemin, j'ai réalisé que je ne pouvais pas les forcer à voir ce qu'ils refusaient de regarder. Alors j'ai joué le jeu. Je les ai laissés plaisanter. J'ai laissé Jared m'appeler Surgeon Press Papiers. J'ai laissé mon père proposer d'envoyer mon CV à un pote à la poste. J'ai laissé ma mère prétendre que je cherchais encore ma voie. C'était plus facile comme ça. Plus facile que de voir leur visage se figer quand la vérité ne collait pas à leur histoire. Je restais silencieux parce que dans leur monde, je n'étais pas censée être plus qu'une note de bas de page. Et une partie de moi avait appris à vivre là, silencieusement, jusqu'à ce que je ne le fasse plus. Sur la base, il n'y a pas de place pour les bavardages. Chaque seconde compte et chaque détail importe. Mon monde là-bas ne tourne pas sur des compliments ou des anniversaires. Il tourne sur des réseaux cryptés, des matrices de menaces, et des heures de concentration silencieuse dans une pièce sans fenêtre enterrée 2 étages sous terre. C'est là que je travaille. Un centre d'accès restreint avec une seule entrée, pas de signal cellulaire, et un scanner de badge qui enregistre chaque souffle que tu prends. Mon équipe est réduite. 5 d'entre nous formés à la réponse aux menaces asymétriques, chacun avec une spécialité qui s'intègre dans un réseau bien plus vaste. La mienne est l'analyse d'intrusion cyber. Pendant que ma famille pense que je trie des fichiers ou que je tiens un bureau, je mène en fait des évaluations de menaces en temps réel contre les systèmes de guerre numérique, les plus sophistiqués jamais construits. Notre boulot n'est pas juste d'arrêter les attaques, c'est de les voir avant qu'elles arrivent, de comprendre le langage du chaos avant que la première ligne de code ne s'exécute. Il y a quelques semaines, nous avons intercepté une brèche de porte dérobée visant notre grille de contrôle et haies. Ça avait l'air bénin au début. Juste une poignée de main inoffensive enterrée dans un océan de données. Mais l'algorithme semblait faux, trop propre. Je l'ai signalé et lancé une traque. Ce qu'on a trouvé était une charge dormante conçue pour déclencher une panne dans le contrôle du trafic aérien régional. Des avions? Des centaines d'entre eux. Des milliers de vies. Nous avons isolé le code, tracé son origine jusqu'à un nœud sans marquage qui passait par 5 couches de proxys étrangers. J'ai passé 46 heures à croiser des métadonnées, à scanner des patterns comportementaux et à faire de l'ingénierie inverse sur la route de livraison. Personne n'a quitté la pièce. Personne n'a dormi. À la fin du 3e jour, j'ai soumis mon rapport complet avec preuve de source et méthode. Dans l'heure, le point de brèche a été neutralisé, la grille sécurisée. Et le secrétaire à la Défense a briefé le président. Pas de cérémonie, pas de médaille. Juste un hochement discret de mon supérieur et un ordre de me reposer. Bien que je ne l'ai jamais vraiment fait, il y a toujours un autre scan à lancer, une autre anomalie à vérifier. Les enjeux ne s'arrêtent pas. Le travail ne ralentit pas. C'est ce que des gens comme mon frère ne comprendront jamais. Que parfois, sauver des vies ne ressemble pas à un champ de bataille. Ça ressemble à une ligne de code qui clignote dans l'obscurité et quelqu'un qui sait ce qu'elle signifie vraiment. C'est ce que je fais.
tous les jours, sans applaudissements, sans que quiconque à la maison se rende même compte que le monde dans lequel ils vivent continue de tourner, parce que quelqu'un comme moi est assis dans une pièce silencieuse à attraper des menaces qu'ils ne verront jamais. Je n'ai pas besoin qu'ils comprennent, mais parfois je me demande ce qu'ils diraient s'ils savaient que la personne qu'ils appellent un gratte-papier a un jour tenu le pare-feu entre le chaos et l'ordre. Ça a commencé avec Jared? Bien sûr que oui. Il était à mi-chemin de sa deuxième bière, en train de raconter une victoire en cours exagérée à un cercle de cousins quand il m'a vu passer avec une assiette. Il a souri comme il le fait toujours quand il sent le sang. Tu fais encore semblant d'être G. Aïe, Joe avec ton badge d'interne du gouvernement? A-t-il demandé assez fort pour que les voisins entendent? Tout le monde a ri, même mon père. Mon père a enchaîné sans perdre une seconde. Au moins, il n'est plus déployé. J'aime mieux qu'il empile des boîtes à la maison que qu'il se mette en vrai danger. Puis il m'a donné ce hochement familier, celui qui essayait de dire qu'il était fier, mais qui ressemblait quand même à une tape sur la tête pour être arrivé à l'heure. Je n'ai pas répondu, je ne pouvais pas cette fois. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Pas un appel. Pas un texto. C'était le pattern crypté pour lequel j'étais entraînée. Une alerte silencieuse. Pulsante. Qu'aucun civil n'aurait reconnu, je me suis écartée du groupe et j'ai ouvert le canal sécurisé. Code rouge. Activation au niveau régional. J'ai lu la directive de localisation 2 fois, puis tapoté dans le menu de surcharge. J'aurais pu indiquer le point de rendez-vous habituel à l'anglais, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, j'ai confirmé l'extraction civile à mes coordonnées actuelles. Le système a hésité, puis a validé la demande. Temps estimé d'arrivée, 12 minutes, c'était fait. J'ai remis le téléphone dans ma poche et suis retournée à la table. Jared parlait encore. Ma mère débarrassait les assiettes. Mon père se vantait de la pelouse qu'il venait de ressemer. Aucun d'eux ne savait ce qui arrivait. Aucun d'eux ne réalisait qu'il venait de franchir la ligne entre fiction et vérité. Ce n'était pas une vengeance. Ce n'était pas de la colère. C'était de la précision. Une décision simple. Calculée. Ils voulaient rire. Je leur ai donné quelque chose à se rappeler. Je suis entrée à l'intérieur, dans la chambre d'amis, et j'ai sorti l'équipement de secours de mon sac de mission. La pièce sentait le spray à linge et la moquette usée. Je me suis équipée en silence, chaque mouvement délibéré. J'ai vérifié mon badge d'identification, sécurisé mes coms de secours, puis réactivé le balise tactique incrusté dans mon poignet, 10 minutes restantes. Dehors, j'entendais Jared rire encore. Je me suis regardée dans le miroir et n'y ai vu aucune émotion. Juste de la concentration. S'ils voulaient la vérité, ils allaient la voir, qu'ils soient prêts ou non. Le premier signe fut le bruit, bas et régulier, grandissant de seconde en seconde. Le brouhaha de la fête s'est estompé alors que les têtes se tournaient vers le ciel. Les conversations coupées nettes, le grésillement des burgers noyés sous le pouls montant des pales des rotors. Je me tenais au bord du jardin, sachant déjà ce qui suivait. Mon père a avancé, plissant les yeux vers le soleil, tandis qu'un hélicoptère noir contournait les cimes des arbres. Il a levé une main contre le vent, sa bouche formant déjà une question irritée. À côté de lui, ma mère serrait plus fort son verre de vin. Jared était au milieu d'un rire, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Les enfants ont couru vers le porche, les doigts pointés. Les voisins sont sortis avec leur téléphone levé haut. Le bruit était maintenant un mur qui faisait vibrer les fenêtres, soulevant la poussière. Il a descendu vite, contrôlé et impitoyable. Les pales ont envoyé des papiers volants sur la pelouse. Des ballons se sont détachés des rampes, puis est venu le deuxième oiseau planant au-dessus du terrain adjacent. On le sentait dans la poitrine. Ce poids martelant de quelque chose qui n'était pas censé atterrir ici, pas dans cette rue tranquille. Le premier hélicoptère a touché terre directement devant notre maison, les patins d'atterrissage s'enfonçant dans l'herbe comme s'ils y étaient chez eux. La trappe s'est ouverte avant que la poussière ne retombe. Un homme est sorti en uniforme complet, des aigles d'argent sur la poitrine. Un badge nominatif qui n'importait pas, parce que personne ne le regardait. Il marchait avec détermination, sans hésitation, sans mouvement superflu. Il traversait le chaos comme s'il ne l'atteignait pas, puis s'est arrêté sur le trottoir devant ma famille stupéfaite. Sa voix était calme, mesurée. Commandant Nightfall. Nous opérons sous la directive nationale 117A. Nous avons un vecteur de menace en développement impliquant des actifs cyber de niveau 1. Vous êtes activé? J'ai hoché la tête une fois et avancé. C'est tout! Ma mère n'a pas parlé. Elle n'a pas bougé. Ses yeux me suivaient, comme si elle voyait un fantôme.
Mon père avait l'air sur le point de parler, mais aucun mot n'est sorti, juste l'abaissement lent de son bras. La bouche de Jared béait. Son rire résonnait encore faiblement au fond de sa gorge, inachevé et insignifiant. Je les ai passés sans rompre le pas. Pas d'explication. Pas de revoir. Ils avaient passé leur vie à bâtir une histoire sur qui j'étais. En un seul instant, la vérité avait atterri dans leur jardin avant et l'avait réécrite toute. Les hélicoptères ne mentent pas, les indicatifs non plus. Et maintenant, ils comprenaient enfin. La crise a duré 3 jours. 42 heures de confinement coordonné, canaux silencieux, mises à jour cryptées et une longue étire ininterrompue à l'intérieur du centre de commandement. Nous avons neutralisé la brèche, isolé le vecteur secondaire et resécurisé notre grille nationale avec des minutes d'avance. Personne en dehors de nos cercles ne savait à quel point ça avait été proche. Quand ce fut fini, pas de gros titres, pas de conférence de presse, juste une pièce tranquille à l'intérieur du Pentagone et une longue table en bois entourée des gens qui savaient ce qui s'était vraiment passé. On m'a demandé de m'asseoir près de l'extrémité loin, directement en face des chefs d'état-major interarmés. Mon nom n'était sur aucune plaque, mais la chaise était là, qui m'attendait. Le briefing était clinique, factuel. Chaque département rapportait ses conclusions, et quand vint le tour d'examiner les contre-mesures cyber, ils m'ont laissé la parole. Je me suis levée, j'ai parlé clairement, pas avec fierté, mais avec précision. J'ai esquissé le pattern de la brèche, parcouru notre chronologie de mitigation et répondu à chaque question avec le même calme que j'utilisais dans la salle des menaces. Quand je me suis rassis, la pièce est tombée silencieuse. Puis le général Moore m'a regardé et l'a dit « Pas fort, pas pour les faits, juste une simple déclaration. Nous vous devons ça. » Ces 3 mots valaient plus que n'importe quel certificat encadré ou épingle. Après la réunion, on m'a escorté dans un couloir latéral, le genre sans fenêtre, le genre que peu connaissent. Là, dans une petite pièce éclairée par une lumière blanche chaude, on m'a tendu un dossier unique. À l'intérieur, une commandation signée par le secrétaire à la Défense. Ce n'était pas brillant. Pas de caméra, pas de drapeau derrière moi. Juste 2 officiers supérieurs, l'un hochant la tête avec un respect discret, l'autre serrait ma main et disait merci, d'une façon qui montrait qu'il comprenait ce que ça avait coûté, ce qu'il avait fallu pour rester affûté si longtemps, ce que ça signifiait de vivre avec la connaissance de à quel point on avait frôlé le désastre. Je n'ai pas souri, je n'en avais pas besoin. Ce que je ressentais n'était pas de la fierté, c'était de l'accomplissement. Pas au sens d'un trophée débloqué, mais dans la satisfaction discrète d'avoir fait le boulot correctement. Personne n'a applaudi, personne n'a pris de photos, mais je suis sortie de ce bâtiment en portant plus de validation que je n'en avais jamais ressenti de toute ma vie. Ce moment n'était pas destiné au monde. Il n'était même pas destiné à ma famille. Il était pour moi, pour savoir que j'avais fait quelque chose qui comptait, que les autres le sachent ou non. Ce genre de reconnaissance ne vient pas des applaudissements, elle vient de gens qui vous voient pleinement, même si ce n'est que pour une seconde. Et parfois, c'est suffisant. Ça l'était pour moi. C'est arrivé un mardi, en fin d'après-midi, j'étais à mon bureau en train de relire un bref de sécurité d'Europe de l'Est. Des marqueurs rouges clignotant sur la carte comme des avertissements discrets. Mon téléphone personnel s'est allumé dans le coin de mon champ de vision, un numéro que je connaissais bien, celui de mon père. Le message était court, je l'ai lu 2 fois. Fils, je n'avais aucune idée. Je suis désolée. C'était tout. Pas de long discours, pas de défense. Juste une suite de mots qui a atterri plus doucement que je ne l'attendais. Pendant des années, j'avais imaginé que ce moment serait plus grand, que quelque chose se briserait en moi, mais non. J'ai fixé l'écran, mon pouce planant juste au-dessus de la réponse. Je n'étais pas en colère, je n'étais pas soulagée, je n'étais même pas sûre de ressentir quelque chose proche d'une clôture. Ce qui m'a surpris le plus, c'était la distance, le calme, la façon dont ces mots flottaient devant moi, plus quelque chose que j'avais besoin d'attraper. Il y avait eu un temps où j'aurais donné n'importe quoi pour les entendre, où je pensais que sa validation était la dernière pièce qu'il me manquait. Mais quelque part entre les nuits blanches, les missions sur le terrain et les victoires silencieuses que personne n'entendrait jamais, j'ai lâché cette idée. J'ai arrêté de courir après l'approbation de gens qui n'avaient jamais vraiment regardé. J'ai archivé le message sans répondre. Pas par rancune, juste par certitude. Ma paix n'était plus négociable. Elle ne vivait pas dans leurs opinions ou leurs excuses. Elle vivait dans le travail, dans les petites décisions, dans les heures calmes qui portaient un vrai poids.
Dehors, par la fenêtre de mon bureau, la ville bougeait comme toujours. Les monuments restaient immobiles, tandis que tout en dessous se déplaçait. Je me suis retournée vers le rapport, j'ai ajusté le filtre, j'ai enregistré un autre ping irrégulier. Le monde ne s'est pas arrêté parce que mon père avait dit « désolé » et je n'en avais pas besoin. Il y a une étrange liberté à ne plus avoir besoin d'être vu, à connaître sa valeur sans attendre que quelqu'un d'autre la nomme. Je ne pense pas que mon père voulait faire du mal, je pense qu'il ne savait juste pas comment voir au-delà de ses propres définitions du succès. Ce n'est pas rare, mais ce n'est pas mon fardeau à réparer. J'ai une nouvelle équipe maintenant, un nouveau rythme, un construit sur une confiance discrète et un but mutuel. Personne ici ne se soucie de la voiture que tu conduis ou de ce que ta famille pense de toi. Il se soucie de comment tu te montres, de la stabilité de tes mains quand tout s'effondre. Mon père m'a un jour demandé quand j'aurais enfin un vrai boulot. Quelque chose de stable, quelque chose qui avait du sens pour lui. Il disait ça comme si c'était une question à laquelle je devais répondre, mais la vérité, c'est que je ne l'ai jamais fait. Il s'avère que j'en avais un depuis le début. Protéger le leur.